Le sujet, donc, c'est de vous dire qu'il se passe plein de choses dans les coulisses. La presse en parle très peu parce que c'est un sujet qui est assez technique, mais la finance bouge beaucoup. Et à partir du moment où la finance bouge beaucoup, les entreprises vont bouger encore plus vite. Parce que si les entreprises ne bougent pas pour réagir à la finance, elles vont avoir une augmentation du coût du capital qui va leur créer des problèmes de financement sur le marché. On commence à le voir d'ailleurs dans certaines sociétés, notamment des sociétés d'oil and gas américaines versus oil and gas européennes. Donc ça, c'est un peu le plan de ce que je vais suivre. Il y a au niveau des retail investors, donc de vous en fait, quand vous avez de l'argent que vous voulez l'investir, ou bien d'asset managers qui veulent savoir dans quel fonds investir, il y a quelques labels qui vont vous permettre d'orienter vos investissements. Ça va arriver, cet argent va arriver dans des fonds investisseurs et investisseurs donc institutionnels qu'on appelle asset owner et asset manager. Et ensuite, ces investisseurs vont investir dans des sociétés et le tout est benchmarké contre des indices low carbone qui sont maintenant assez courants sur le marché, qui sont de plus en plus utilisés pour benchmarker la performance des gérants. Donc, pour ce qui est de l'information dont vous avez besoin pour pouvoir aller vers le vert. Vous pouvez avoir 10 000 euros et aller voir votre banquier et lui demander vers quel fonds je vais pouvoir aller pour pouvoir investir mes 10 000 euros. Et je veux un fonds vert, en tout cas climate friendly. Donc vous avez quelques outils en France, le label Tech qui mesure, qui a été lancé par le ministère de l'Environnement et qui mesure le degré de transition d'un fonds vers l'objectif des accords de Paris, l'objectif de 2 degrés. Vous avez un autre label qui s'appelle le label ISR, qui note la verdeur des fonds. Vous avez là au niveau européen quelque chose qui s'appelle Climpax, dont nous sommes partie prenante, qui va sortir au premier trimestre 2017 et qui va noter environ, pour commencer, 5000 fonds equities en Europe pour mesurer l'exposition et la gestion des risques climatiques de ces fonds actions. Donc, vous allez pouvoir aller chez votre banquier et avoir un fonds 1 étoile qui n'est pas climate friendly du tout, ou alors un fonds 5 étoiles qui est très climate friendly. Vous pourrez dire, tiens, je veux aller dans un fonds 5 étoiles. Donc ça se passe près de chez vous et ça se passe dans très peu de temps. Ensuite, vous avez des obligations vertes. Tout le monde en parle, le Green Bonds, même le gouvernement français, qui est le premier État souverain, va faire une émission de plusieurs milliards d'euros cette année. C'est un marché qui est en pleine expansion. Et c'est un marché qui croît très très vite pour les corporates. Il y a quelques structures qui sont qui sont de gros arrangeurs dans le secteur, notamment Bank of America. En France, nous avons le Crédit Agricole aussi qui travaille pas mal sur le sujet. Et donc là, ce sont des fonds. Ce sont des obligations dont le coût n'est pas trop loin du coût de ce qu'on appelle la plain vanilla, l'obligation normale, et dont l'argent va être investi dans des programmes d'efficacité énergétique, de renewable energy, et donc pour financer la transition. Donc c'est un outil, comme je sais que dans la salle, il y a des directeurs financiers ou alors des personnes qui travaillent dans les directions financières. C'est un outil, je pense, qu'il va falloir regarder de plus en plus près parce que les coûts sont pratiquement les mêmes que les obligations normales et l'impact de l'obligation verte est beaucoup plus vertueux. Nous avons ensuite, quand cet argent arrive, vous allez voir votre banquier, vous allez vers un fonds 5 étoiles, le gérant de fonds va récolter tout cet argent et va pouvoir investir dans des sociétés. Mais pour ce faire, il est obligé de calculer l'empreinte carbone de son portefeuille. Donc le scope 3, pour les directeurs du développement durable qui sont dans la salle, le scope 3 des banquiers, c'est en fait l'empreinte carbone de leur portefeuille. Alors pour l'instant, il y a des initiatives volontaires et on voit qu'il y a de plus en plus d'investisseurs dans le monde entier qui suivent, qui y vont volontairement, donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt sur le sujet. Le Montréal Pledge, plus de 120 investisseurs se sont engagés, ça va être traqué maintenant, ça va être suivi par des audits annuels, à chaque année établir un carbon footprint de leur portefeuille d'investissement, donc de la teneur en carbone des investissements qu'ils ont chez vous, entreprises.
Ensuite, il y a une coalition internationale qui s'est créée juste avant la COP21 qui s'appelle la Portfolio Decarbonization Coalition. 27 investisseurs ont rejoint cette coalition à ce jour, dont quelques Français, CDC, ERAP, qui est un fonds institutionnel qui gère les retraites, Amundi et d'autres investisseurs. Et collectivement, ils se sont engagés, et ça a été la surprise à la COP21, ils devaient arriver avec 100 milliards de dollars de décarbonation de portefeuille. Ils sont arrivés avec 600 milliards de dollars. Et donc, ça a été renouvelé cette année, et chaque année, c'est prévu jusqu'à 2020, donc 600 milliards de dollars de décarbonation. Alors, juste après, je vous parle de quelque chose qui est la première étape avant la décarbonation, qui est l'engagement actionnarial. C'est-à-dire que pour un investisseur, plutôt que de dire « je sors de Total ou je sors d'ExxonMobil pour acheter une entreprise qui fait de l'énergie renouvelable », il vaut mieux d'abord passer par l'engagement actionnarial. Donc, discuter avec le board de l'entreprise, voir avec elle si on peut changer les règles du jeu, si les gens peuvent aller vers plus d'efficacité énergétique, renewable energy, ou bien des investissements dans des produits bas carbone. Et si le board n'entend pas le message, alors l'arme ultime, c'est de dire, bon, mais dans ce cas-là, je sors de l'entreprise, je vends ma participation dans l'entreprise pour aller vers une entreprise un peu plus verte. Parce que il vaut mieux faire de l'engagement actionnarial d'abord, parce que vendre, si la personne qui achète le titre est moins scrupuleuse que la première, on n'a pas réglé le problème. Donc il vaut mieux d'abord passer par là, et ensuite la sanction de la vente. Alors il y a déjà des investisseurs, notamment français, qui ont annoncé qu'ils allaient sortir du coal and mining, donc notamment des investisseurs comme AXA ou comme Crédit Agricole ou comme Caisse des dépôts. Et partout, tous les jours dans le monde, vous avez un investisseur qui annonce qu'il sort du charbon, parce que le premier émetteur de gaz à effet de serre, ce sont les mines de charbon. Et donc, nous avons le Fonds souverain norvégien, nous avons le canton des Grisons, nous avons plein de gens, et chaque jour, il y a une annonce de sortie du charbon. Ensuite, il y a quelques aussi recommandations de la part de la Fédération bancaire française qui s'appelle le Green Supporting Factor. Et ça, c'est l'idée de dire qu'effectivement, financer la transition, ça a une diminution des risques systémiques de l'entreprise, et donc que le taux de réserve obligatoire pour de tels financements devrait être inférieur au taux de réserve obligatoire normal, ce qui est une chose qui paraît très saine. Alors, de l'autre côté, vous avez l'approche réglementaire, donc des lois. Et là, en France, on doit quand même le dire, on est à la pointe sur le sujet, puisqu'il y a une loi sur le financement de la transition énergétique qui inclut un article qui s'appelle l'article 173. L'article 173 a deux parties, et ces deux parties touchent au scope 3. Donc, ce qui veut dire en fait que les investisseurs français, dès 2016, de manière déclarative, puisque pour l'instant il n'y a pas de sanctions, vont devoir faire grosso modo un carbon footprint de leur portefeuille et expliquer qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans leur stratégie d'investissement pour être en ligne avec l'accord de Paris. Donc ça, ce n'est pas du tout anodin comme article, puisque là, je le vois maintenant avec les différents investisseurs qui sont signataires du CDP, tout le monde travaille sur le sujet, et on sait très bien que Aziz, business as usual, le monde est entre plus 4 et plus 5 degrés d'ici 2050, alors qu'on doit être à plus 2. Donc forcément, à un moment donné, si l'engagement actionnarial ne marche pas, il va falloir décarboner les portefeuilles. Et il y aura de la décarbonation de portefeuille. Ce qui veut dire qu'il y aura des sorties de désinvestissement de sociétés très émettrices pour aller vers des sociétés moins émettrices. Ce qui veut dire que le coût du capital des sociétés très émettrices va augmenter sur le marché. Donc ça va être de plus en plus compliqué pour elles de se financer à bas prix. Et donc ça, c'est un élément très moteur, parce que quand on touche au coût du capital, au WACC de l'entreprise, on voit bien que l'entreprise, en tout cas le board, va commencer à prendre des décisions pour bouger. Juste entre guillemets, entre parenthèses, on a fait une étude là récemment, il y a 2 semaines, sur l'oil and gas au CDP, et on a démontré que les entreprises de l'oil and gas européennes étaient nettement plus en avance que les entreprises de l'oil and gas américaines, et que ça se manifestait dans le coût du capital. Nous avons des gens, par exemple, comme Total, qui ont acheté des batteries, qui ont acheté des panneaux solaires, deuxième producteur mondial de panneaux solaires, et qui ont créé un département d'énergie renouvelable. Donc, cet article 173 va avoir comme impact indirect de décarboner les portefeuilles.
En parallèle de ça, il y a une qui n'est pas très connue en France. Je sais que tout à l'heure on va en parler, puisque un membre éminent de la task force est dans la salle. Il y a une task force qui a été créée par le Financial Stability Board, c'est grosso modo le rassemblement des gouverneurs de banques centrales dans le monde pour essayer de maîtriser le système financier et d'éviter les crises systémiques de type 2008. Cette task force doit accoucher d'un rapport après-demain, qui sera présenté notamment donc après-demain chez AXA. Et ce sont des recommandations qui vont être données par cette task force à l'attention du G20, du prochain G20 qui aura lieu en Allemagne. Alors après, les États prennent ou prennent pas, peuvent accepter ou ne pas accepter de suivre les recommandations. Mais je dirais que ce qu'on appelle la TCFD, ça va avoir un impact relativement important pour la modélisation des risques environnementaux ou ESG des entreprises dans le cadre de leur reporting aux investisseurs dans le monde entier. Donc on va avoir des informations assez techniques là-dessus et plutôt sectorielles. Donc ça bouge. Alors ça, en France, c'est pas très connu la TCFD, mais c'est quelque chose qui est en train d'avoir un impact relativement important. Juste quelques chiffres. L'utilisation des data ESG par les investisseurs sur le marché depuis 2012, a été multipliée par 3. Là, on est à fin 2015, donc j'ai pas les chiffres de 2016, mais ça veut dire que donc les analystes financiers ou les analystes extra-financiers, parce qu'encore dans les banques, nous avons la partie analyse financière et la partie analyse extra-financière, ce qui n'est pas forcément peut-être quelque chose d'idéal. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un rapprochement de ces deux fonctions. Mais les analystes extra-financiers, donc de manière générale, les analystes dans les banques utilisent de plus en plus ces données ESG. Donc les données ESG viennent de vous, c'est vous qui produisez ces données. Et ça, c'est important de le démontrer. Après, vous avez la Bourse de Paris, le deuxième au classement mondial du reporting RSE. De plus en plus de places boursières exigent la publication de données non financières avant d'être listées à la bourse. Quelques informations de ce qui se passe dans le monde. S&P a commencé à intégrer des critères ESG dans le rating des obligations plain vanilla, donc par rapport aux obligations vertes. Les indices, nous avons MSCI qui va publier en 2016, a commencé à publier l'empreinte carbone de leurs 160 000 indices. En 2016, Euronext et Stoxx ont lancé des indices low carbone en partie basés sur des données CDP. L'indice Euronext est basé sur deux types de données, des données faites par Carbone 4, dont nous avons des représentants dans la salle, et la notation au CDP. Morningstar, donc ce que je vous disais sur Climpax, le numéro 1 mondial du ranking des fonds se met à faire de l'ESG et a annoncé une sortie des premiers scorings deuxième semestre 2017. Donc c'est un bon signe. Climpax est là et je pense que la méthodologie Climpax est totalement différente de celle de Morningstar. Donc de toute façon, si le numéro 1 bouge, ça veut dire qu'il y a un marché et il va y avoir du monde dedans. Nous avons donc Climpax en premier trimestre 2017, on sort les premières ratings des 5000 fonds actions européens. Ensuite, il y a plein de choses qui se passent sur le marché aux États-Unis. Donc, on a parlé de la TCFD, on a parlé du devoir, alors on n'a pas parlé, mais du devoir fiduciaire du UNEP-FI, qui est la filiale Financial Institution des Nations Unies, qui travaille sur le sujet. L'article 173 de la loi sur la transition énergétique. Alors, j'ai eu une conversation récente avec une des personnes qui a travaillé sur le sujet. L'Italie, la Suède, la Suisse, la Hollande sont très intéressés pour dupliquer ce type d'article. Donc, ça va bouger très vite. Merci. Bon, alors là, on est là, pour les entreprises, on sait article 200, donc le Grenelle 2, la loi NFR européenne, c'est important. À partir de 2016, donc en 2017, les 28 États membres doivent mettre sous forme de loi une directive sur le non-financial reporting. Donc, par exemple, les pays en Pologne, la Pologne est en train de mettre en place une loi, c'est un pays qui aimait beaucoup, mais qui va demander aux entreprises, dans certains critères, de devoir faire un reporting extra-financier. Donc, c'est important.
Ça, c'est un lien empirique entre la performance environnementale et la performance financière. C'est simplement empirique, on n'en tire aucune conclusion. Mais on a démontré l'année dernière que sur les entreprises donc du S&P 500 qui répondent au CDP, celles qui répondent ont en moyenne 67%, un return on equity 67% supérieur à celles qui ne répondent pas. En moyenne, ceux qui répondent bien, c'est-à-dire qui ont une bonne note au CDP, ont un return on equity supérieur à ceux qui ont une moins bonne note au CDP. Et en termes de distribution de dividendes, on a pour les leaders une distribution de dividendes supérieure de 21% à ceux qui scorent moins bien au CDP. C'est uniquement empirique, on n'en tire pas de conclusion, mais c'est important de le montrer. Et je termine la présentation, parce que je crois qu'on est à la bourre, et il y a un timing à tenir. Voilà, ça c'est assez explicite. Stocks, donc qui est la bourse allemande, a fait un indice qui est basé sur les leaders au CDP, c'est-à-dire les entreprises qui ont A au CDP. Et on a fait, donc ils ont fait ça en 2015, mais on a fait un rétro-planning, un backtesting. Alors, ça peut être discuté, hein, le backtesting, mais on a considéré que si on gardait ces leaders de 2015 et qu'on les mettait 4 ans en arrière, voir comment aurait été l'évolution du cours, et on a ce type de graphique, c'est-à-dire que sur 4 ans, plus 6% pour l'indice composé par les leaders du CDP par rapport à la bourse moyenne, c'est-à-dire ici la bourse moyenne, c'est les 1800 plus grandes valeurs européennes. Donc, c'est aussi une information importante comme signal. Et après, je termine par le Euronext, donc l'Euronext Low Carbon 100, par rapport, là, cette fois-ci, aux stocks, aux 600 plus grosses valeurs européennes. Eh bien, depuis 2008, ouais, c'est ça, depuis 2006, on a fait la même chose, backtesting, et on a une surperformance du low carbone de 28% par rapport aux Eurostoxx 300, qui sont les 300, oui, c'est 300, qui sont les plus grandes valeurs européennes. Donc voilà, plus les investisseurs vont voir ce type de graphique, plus ils vont se dire, tiens, c'est pas mal d'investir dans le durable et sur le long terme. Et je terminerai par la chose suivante, c'est qu'on commence à voir maintenant des asset owners, notamment des asset owners suédois, qui donnent des mandats de gestion, donc on va dire des investisseurs institutionnels, qui donnent des mandats de gestion à des gérants d'actifs, et en mettant la performance sur laquelle les gérants vont être benchmarkés sur 3, 4, 5 ans, et non plus sur l'année. Parce que comme le disait Fabrice tout à l'heure, la finance cherche du court terme et on paye des bonus sur le court terme. Donc maintenant, hein, on a souvent des mandats de gestion où on check la performance au bout d'un an. Et au bout d'un an, si ça s'est bien passé, je vais avoir mon bonus. Donc ça peut te donner des comportements qui sont un petit peu, qui peuvent être étonnants, puisqu'il faut faire tourner le titre plusieurs fois dans l'année pour améliorer sa profitabilité. Alors que si vous dites à l'asset manager, je reviens dans 3, dans 4 ou dans 5 ans et je vais voir votre performance par rapport au benchmark qui aura été utilisé et vous aurez votre bonus par rapport à cette performance-là, ça permet de prendre des décisions d'investissement sur le moyen long terme et ce qui est extrêmement profitable pour le marché et pour toutes les personnes qui sont ici dans cette salle. Merci Laurent, super. On peut l'applaudir.